Bonjour, on est le 30 août 2018. On arrive, je veux dire, à la fin du mois d'août et on peut revoir que la rentrée sociale aura lieu dans 2 jours, au mois de septembre. Et qu'on arrive dans le dernier quadrimestre de l'année parce qu'en fait, une année est composée de 12 mois et on peut le décomposer comme on le désire, soit en semestre qui est une période de 6 mois, trimestre, période de 3 mois, et quadrimestre, je peux le décomposer en quadrimestre, période de 4 mois. Et septembre, octobre, novembre, décembre euh, représente bien un quadrimestre. Et donc on arrive à la fin du quadrimestre 2018 pour entamer, je veux dire, la nouvelle année 2019. Donc dans 4 mois qui vont vite passer, on va vite se retrouver en 2019. Bon, mais entre-temps, beaucoup de choses peuvent se passer. Énormément d'événements peuvent survenir entre-temps. Voilà. Et ça, c'est le cours de l'histoire qui en décide. Maintenant, on va parler de biologie. Bon, je vais entamer de la biologie en parlant de la cellule, en rentrant dans certaines considérations de la cellule. Il faut savoir que la cellule euh, est, on va dire, la base des êtres vivants sur Terre. J'appelle êtres vivants tout ce qui est bactéries, virus, insectes, êtres unicellulaires ou pluricellulaires comme l'être humain. L'être humain est un être pluricellulaire. euh, les animaux terrestres, marins, aériens, peu importe, on s'en fout. Et le monde des végétaux qui est. Et donc là-dedans, on a à boire et à manger. Pourquoi? Parce qu'on a, c'est le cas de le dire, hein, boire et à manger, justement, c'est voilà, la cellule a besoin de boire et de manger, et de déféquer et de répondre à, je veux dire, des stimuli, et bien sûr, peut croître dans un environnement, coloniser un environnement, peut, je veux dire, naît à un certain moment et meurt à un autre moment, et entre sa naissance et sa mort, il a toute une phase de croissance pour arriver finalement à maturité. Bon, voilà, qui est la vieillesse en fait. Voilà, tout ça pour vous dire que la cellule, euh, la cellule est la base du vivant. Hein, sans cellule, il n'y a pas de monde vivant. Voilà. Beaucoup de gens se sont posé la question, quand on se pose des questions sur la cellule, mais on se pose des questions sur son environnement. Comment la cellule a-t-elle pu euh, 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 se créer, se générer, hein, dans un monde où il n'y avait rien, hein, au niveau de la création de la Terre, certains se posent des questions plus éloignées que ça, plus éloignées que le monde cellulaire. Ils vont plus loin. Ils se disent, bon, comment le monde a été créé, hein, comment les cellules sont-elles venues, et ils se posent des questions. Voilà, et donc là, on peut diverger par rapport au questionnement de la cellule. Mais moi, là n'est pas la question. Je ne vais pas faire d'expérience de Stanley Miller. Quoique un jour je pourrais faire montrer ce qu'il a voulu prouver Stanley Miller, hein, pour voilà. Mais ici, je ne suis pas à savoir comment la cellule aurait-elle pu s'engendrer dans un monde euh, qui venait de se créer, la Terre venait de se créer, comment a-t-elle pu se créer après combien d'années? Peu importe, ça ne m'intéresse pas ici dans ce sujet-ci, mais je vais voir la cellule qui est la base du vivant. Sans cellule, il n'y a pas de vivant. J'ai bien explicité, différencié ce que c'était que les vivants. Ce sont les animaux, les insectes, les animaux, aussi bien l'être humain qui est au-dessus de la chaîne, hein, au-dessus de la chaîne alimentaire. Les animaux, tous les types d'animaux, insectes, je ne vais pas me répéter, en fait, ce sont les plantes, etc. Voilà, les bactéries, les virus, etc. Bon, mais quand on parle de cellules, il y a deux types de cellules, bien sûr, et il y a ce qu'on appelle les cellules euh, somatiques et les cellules germinales. Les cellules euh, somatiques, c'est toutes les cellules formant le corps d'un organisme, euh, si vous voulez, multicellulaire ou pluricellulaire, comme l'est l'être humain. Il possède beaucoup de cellules. Tous les tissus sont composés de cellules. Hein, tous les organes faisant fonction. Par exemple, si je prends le rein a une fonction bien définie, le foie a une fonction bien définie, les muscles ont une fonction bien définie, les os ont une fonction bien définie,
Bref, si on prend, si je prends par exemple le corps humain, en exemple, hein, je prends en exemple le corps humain, qui est un être, comme je voulais expliciter, un être pluricellulaire. Voilà. Il existe des êtres unicellulaires, une seule cellule. Alors qu'il existe des. Voilà. Et le cœur humain, je ne sais pas combien de cellules que c'est, mais c'est des trillions de cellules. Hein. Je m'excuse. Ce sont des trillions de cellules, le corps. Bon, donc, il y a les cellules. Je vais expliquer la différence entre cellules somatiques et, je vais dire, germinales. Voilà. D'abord, on définit la cellule par comparaison en les distinguant, voilà, en les distinguant entre cellules somatiques et germinales. Bon, avant de parler de ça, il faut savoir que l'être humain, c'est d'abord une charpente métallique qu'on appelle les os. Hein. Il y a des animaux qui possèdent du cartilage, uniquement du cartilage, et l'être humain possède des os, mais un petit peu de cartilage aussi. Voilà, un tout petit peu de cartilage. Mais généralement, sa structure rigide, en fait, ce sont les os. Donc, en fait, il a un système osseux. Un système osseux, mais c'est du calcaire, etc. Donc, voilà, il est composé, je veux dire, de matière. De matière. Voilà. Il est composé de matière. Euh, et il a un système, ce qu'on appelle un système osseux, qui est sa charpente. Sans ça, l'être humain il tombe, hein. Tout retomberait par terre. Donc c'est bien fait. Il a une charpente osseuse, hein, qui permet justement d'avoir quelque chose de rigide. Voilà. À côté de ça, bon, on a un système musculaire qui permet, bien sûr, de prendre des objets, bien sûr, avec des ligaments, hein, on va dire des cordes, ces espèces de cordes, des ligaments. On a le système, tout un système ligamentaire, des cordes qui permettent voilà, c'est un espèce de système de cordes. On a un système nerveux qui permet d'envoyer des impulsions à partir d'un système central qu'est le cerveau, d'envoyer des impulsions nerveuses, soit, je veux dire, dans un sens ou recevoir des impulsions, voilà, des stimuli, des stimuli. Donc, vous voyez qu'un être humain il peut répondre à des stimuli. Et donc, grâce déjà à tout ça, bon, un système nerveux, hein, je peux faire bouger tout ça. Hein. Voilà, parce que le système nerveux, c'est un système électrique. C'est un système électrique. D'ailleurs, quand on a un problème de nerf, on met ce qu'on appelle des électroencéphalogrammes et on regarde, je veux dire, les influx nerveux par rapport aux pieds ou aux mains, ou je sais pas moi, là on a une douleur nerveuse, ben on peut, je veux dire, envoyer des stimuli et voir la réponse au niveau du cerveau. Pourquoi pas? Ouais, on sait faire. Mais là, qu'est-ce que je peux créer? Un robot. Hein, si je mets des fils, des cordes et une structure osseuse, je peux faire bouger un robot. Voilà. Voilà, rien qu'avec ça, je peux faire bouger un robot. Voilà. Bon, mais l'être humain, c'est pas un robot. Hein. Bon, voilà. L'être humain, il a besoin d'énergie. Et bien sûr, d'oxygène. Hein. L'énergie, il va chercher à travers l'alimentation qui est dégradée, bien sûr, sous forme d'aliments en nutriments. Tout doit être décomposé, dégradé, ce qu'on appelle une dégradation. Voilà, quand ça se dégrade, voilà, on a ce qu'on appelle une réaction de catabolisme. Le catabolisme sont les réactions chimiques de dégradation, c'est-à-dire de décomposition. Parce que la chimie permet deux types de réactions, soit la décomposition ou la composition. Si dans le corps, un organisme pluricellulaire, bien sûr, qui effectue des réactions chimiques de dégradation moléculaire, dans un organisme considéré, ben, on va dire qu'il subit, je veux dire, un catabolisme. Enfin, fait partie les catabolismes font partie de toutes les réactions chimiques de dégradation. Voilà, c'est ça, le catabolisme, c'est ça. Et donc, l'être humain peut, je veux dire, absorber de l'énergie sous forme de calories, hein, qui est au travers de l'alimentation, calories ou joules, l'équivalent mécanique ou de la chaleur, soit en joules ou en calories, on peut l'exprimer en joules ou en calories, pourquoi pas. Eh bien, voilà, et donc il va se dégrader ça au travers d'un système digestif. D'abord, il va brailler au travers des dents, hein, système digestif. Et après, donc, ça va passer, bien sûr, par une dégradation de tout ce qu'il a mangé. Ce qu'il va manger, bien sûr, ce sont des protéines,
des glucides des hydrates de carbone qui sont les glucides et les graisses. Bien sûr, là-dedans, il y aura des sels minéraux, etc. Trop manger de sucre, c'est pas bon. Trop manger de graisse, c'est pas bon. Trop manger de sel, c'est pas bon. Voilà. Et surprotéiner non plus, c'est pas bon. Il faut des dosages. Généralement, quand vous faites une prise de sang, il faut être dans une gamme. Quand on est au-dessus, c'est pas bon. Voilà, quand on est en dessous, c'est pas bon. Si on est en dessous d'une gamme de voilà, données normalisée, si on est en dessous, si on considère le sucre, on est, je veux dire, voilà, en hypoglycémie. Mais si on a trop de sucre, voilà, c'est au-dessus de la dose normale considérée par voilà, les scientifiques. Ben, si on est au-dessus, c'est une hyperglycémie. Donc, manger trop de sucre, c'est pas bon. Ne pas en avoir assez, c'est pas bon non plus, hein, voilà. Ne pas avoir suffisamment de graisse à stocker en tant que réserve d'énergie, c'est pas bon non plus. Mais manger trop de graisse, c'est pas bon non plus. Donc en fait, comme j'ai expliqué dans la nourriture, j'avais fait une vidéo sur la nourriture qui expliquait très bien tout ça, qui exprimait que bon, il fallait manger, je veux dire, de manière saine. Bien sûr, c'est les politiques, je veux dire, qui font en sorte que ils vont apporter, bien sûr, en arrière-plan, l'hygiène alimentaire qui va aller de l'amont, qui va forcer les fabricants hein, dans l'agronomie euh, de d'avoir une chaîne qui va de l'amont jusqu'à l'aval, enfin avoir dans la chaîne qui va de l'amont jusqu'à l'aval une alimentation saine. Voilà. Donc, pour manger sainement, c'est d'avoir d'abord euh, une hygiène alimentaire à soi, manger des protéines en dose donnée, dans une certaine gamme, des glucides dans une certaine gamme, des sucres dans une certaine, enfin, glucides c'est les sucres dans une certaine gamme, les graisses dans une certaine gamme, les sels dans une certaine gamme, ne pas trop manger acide, hein, il faut un équilibre, si vous voulez, acido-basique. Un équilibre acido-basique, voilà. Et donc, tout ça, c'est manger avec hygiène, et en plus de ça, il faut que les politiques, on leur fasse confiance pour qu'ils fassent des lois pour que, bien sûr, ceux qui fabriquent les aliments fassent dans les règles de l'art et assurent l'aliment de qualité hygiénique et de qualité, et qui ne soit pas, je veux dire, nocif pour l'être humain. Voilà, et ça, ce sont les lois qui sont censées, je veux dire, régler, je veux dire, cet arrière-plan qui est uniquement contrôlable par l'agriculteur ou le fabricant voilà, d'aliments, c'est-à-dire voilà, le fabricant d'aliments. Une biscuiterie doit avoir des prérogatives de qualité qui lui sont, je veux dire, exigées au travers de certaines lois. Voilà, et contrôlées par bien sûr, des organismes extérieurs. Hein. Voilà, ça c'est dans la chaîne alimentaire. Voilà, ça doit être contrôlé par, assuré du contrôle par nos politiciens, mais contrôlé stricto sensu par des organismes de contrôle. Voilà, qui disent que voilà, on peut manger tel ou tel. Il n'y a pas de bactéries dans ce type de viande. Il n'y a pas de. Voilà, les œufs sont sains. Il n'y a pas de fipronil ou des trucs comme ça. Voilà, donc voilà. Donc ici, on a un système digestif qui va permettre de dégrader, je veux dire, par. Voilà. euh, qui va dégrader les aliments en sucre, en glucides, protéines et lipides, et envoyer ça dans les zones, au travers du sang, dans les voilà, dans les muscles, etc., voilà, dans les cellules, etc. Voilà, là n'est pas la question. Donc ici, on aura un système digestif. Vous comprendrez qu'on a un régulateur, on a un système endocrinien. On a un système nerveux, système digestif, système endocrinien. Bien sûr, on a des sens, on a les 5 sens. Hein. On a le sens qui est la vue, en parallèle à tout ça, l'odorat, le toucher, comment est-ce qu'on appelle ça, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. La vue, donc ça c'est les oreilles, hein. Les oreilles c'est et l'ouïe, voilà. L'ouïe c'est les oreilles, le toucher c'est les mains, enfin, la peau, etc. Euh, ça c'est le toucher, le goût
c'est au niveau de la bouche, hein, glande salivaire, etc. Avec les enzymes qui rentrent en jeu derrière. Voilà. L'odorat, c'est le nez, hein. La vue, avec toutes les réactions chimiques qui se font avec les yeux, au travers et le cerveau. Voilà. Pour voir en couleur RVB, rouge, vert, bleu. Voilà. Donc ça, ce sont les sens, et pour être en contact avec le monde extérieur. Voilà. Pour être en contact avec le monde extérieur, ben, on a 5 sens. Moi, je dirais qu'on a plus de sens que ça, mais bon, je vais garder dans la logique biologique, on en a 5. Parce qu'en fait, savoir penser, je veux dire, des choses à l'avenir, c'est aussi un sens. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont capables de voir l'avenir ou de communiquer avec d'autres personnes, hein, et qui se communiquent entre eux par les sens, c'est un sens aussi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Comme c'est pas déclaré, voilà, on va considérer qu'il n'y a que ces 5 sens-là. Bon, système endocrinien, système endocrinien, régulateur, par exemple, si la température est trop haute, ben, le corps va faire de la fièvre pour dire, bon, voilà, taux de régulation de sucre par l'insuline, voilà, par les hormones, par des hormones bien spécifiques, euh, régulation de la peur, hein, par voilà, toutes des hormones spécifiques, voilà. Donc c'est un système de régulation, ça se régule. Bon, on a le système lymphatique. Le système lymphatique. Ou le système, si vous voulez, il y a aussi le système circulatoire, voilà. Le système musculaire, ça je l'ai dit. Ouais. Système digestif, je l'ai dit. De reproduction, voilà, système de reproduction. Tout ce qui est système de reproduction. Voilà. Mais celui-ci, il est à part. J'expliquerai pourquoi. J'expliquerai pourquoi ce système de reproduction, il est à part. Bah, peut-être quand j'en oublie. Hein. Il y a tous les cartilages, bien sûr, comme j'ai expliqué, on a un petit cartilage qui est mobile. Hein, qui est mobile. Voilà. Et alors, on a toutes des zones mobiles, bien sûr, hein, qui permet de mouvoir, bien sûr, les jambes, les bras. Voilà, on a les espèces de rotules. En fait, une rotule, car la différence entre une charnière et une rotule, charnière ne permet qu'un degré de liberté. Voilà, un degré. Et une rotule permet 3 degrés de liberté. Mais fatalement, vous comprendrez que ces rotules-là, qu'on appelle, si je prends la rotule du genou, qui est une vraie rotule, hein, une vraie rotule au sens propre du terme de la mécanique, qui est une vraie rotule, mais en fait, cette rotule-là ne permet pas un mouvement à 360. Hein. Elle a un degré de liberté. Bon, avec son genou, hein, si quelqu'un a un genou, enfin, les personnes qui ont un genou, enfin, tout le monde qui a un genou, on peut avoir ceci. Hein. Il peut faire ceci jusqu'à combien? S'il n'a pas de fracture du genou, bien sûr, il peut aller comme ceci, mais il ne peut pas faire comme ceci avec son genou. Il peut aller en arrière avec son genou, mais pas aller devant. Il peut aller jusqu'à une certaine limite d'angle. Voilà. Certaines limites d'angle. Donc, il ne permet pas il permet juste un nombre de degrés bien défini. Si je prends un axe X, ben, dans l'axe X, il va permettre, je sais pas moi, peut-être de 0 ici, 90. Allez, peut-être, je sais pas moi, j'invente. 90, il est là. Un angle obtus, une centaine de degrés. 130, voilà, 130 degrés, je sais pas, peut-être voilà, peut-être même 170, 160, je sais pas. Bon, ça dépend de la souplesse des gens. Voilà, mais de l'autre côté, il ne pourra pas faire ceci. Parce que à moins qu'il soit cassé, il pourra faire ceci. Bon, le poignet, c'est un peu la même chose. On a des angles de rotation. Et donc, quelqu'un qui a une fracture de poignet, bon, il ne peut pas faire une rotation comme il veut de son poignet parce qu'en fait, il a eu des séquelles au niveau du poignet. Et donc, la formation de l'os fait que, je veux dire, voilà, il ne peut plus tourner son poignet comme il veut. Et donc, pour vous dire que si je prends le genou, il peut tourner dans un sens comme ceci avec un certain nombre de degrés. Et ce qui peut tourner par là, vous comprendrez que par là, il ne pourra pas. Donc, et voilà, il a un degré de liberté avec un nombre d'angles. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont
des, on va dire, ce sont des, comment est-ce qu'on appelle ça, au niveau du cou aussi, hein. Et tous les os sont comme ça, du dos sont comme ça, permettent, je veux dire, une torsion, une flexion, etc. Et donc, ici, tous ces points-là de l'épaule, voilà, du poignet, etc., sont des, comment est-ce qu'on appelle ça, des rotules, mais permettent peut-être un mouvement dans un axe X et non pas YZ, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça que je veux dire. Et quand il est en X, il fait pas forcément 360 degrés. Voilà, je vais dire ça par là. Parce que c'est pas de vrais, ce sont des rotules, mais qui permettent, qui sont limités au niveau du, voilà, de leur, de leur rotation. Voilà, voilà. Par rapport, par rapport à à un vrai, comment est-ce qu'on appelle ça, une vraie rotule de boîte de vitesse, par exemple, je prends une boîte de vitesse, bah là, on sent les degrés de liberté en X, en Y, voilà, voilà, en X et en Y. On sent le degré de liberté en X et en Y. Première, deuxième, voilà, troisième, quatrième, cinquième, et une marche arrière. Voilà, et si on a une sixième, ben voilà. Il y a des camions avec plus de des boîtes de vitesse plus développées, mais voilà, avec plusieurs vitesses. Mais ici, une voiture avec 5 vitesses, il y a des voitures à 5 vitesses, 6 vitesses avec. Et en plus de ça, il y a la marche arrière. Voilà, donc ça permet, grâce à des degrés de liberté. Maintenant, une voiture, toujours pour. Si je prends une voiture, on a l'arc de transmission, c'est-à-dire qu'il va de la roue à la boîte de vitesse. Là, ça tourne, hein, bon, je veux dire, voilà, on a le tripode ici, le tripode à droite, par exemple, et la roue à gauche. Tripode de boîte de vitesse. Tripode qui est inclus dans la boîte de vitesse, bien sûr, hein, elle est regroupée dans la boîte de vitesse. Vous avez l'arbre de roue, hein, et là, vous avez les soufflets, ce qu'on appelle des soufflets de cardan, deux soufflets, avec des graisses là-dedans et des roulements à billes. Et voilà, le soufflet cardan qui est bien coincé à l'aide de, voilà, euh, qui est bien coincé pour éviter que les graisses ne s'échappent. Et s'il est troué, les graisses vont s'échapper, il va perdre des graisses et donc on risque d'avoir, je veux dire, une cassure de quoi aux caisses métalliques parce qu'il manque de la graisse. Si la graisse s'échappe. Donc il faut tout de suite remplacer le soufflet de cardan. Si on, voilà, on met de la graisse, il faut tout enlever, remettre de la graisse bien sûr, et refermer, je veux dire, ce soufflet. Voilà. Et ça, là à ce moment-là, on a un mouvement de rotation, mais là, euh, on peut avoir des rotules. Des rotules, voilà, ils appellent ça rotule, en mécanique rotule. Mais le vrai mot d'une rotule, en fait, c'est pas comme on l'a dans un corps humain, hein. Voilà, un corps humain a une rotule, mais c'est pas une vraie rotule dans le sens mécanique. Tout comme une voiture, on appelle ça, on peut appeler ça changer une rotule, hein, mais la rotule, là, permet, oui, la rotule, si, la rotule de voiture fait ceci, donc permet en X et en Y, ouais, ouais, la rotule de la voiture, qui est une pièce mécanique qui fait ceci, hein, ça ressemble à une pipe à fumer, voilà. Hein, après avoir remplacé ceci, il faut faire comment est-ce qu'on appelle ça, une géométrie, bien sûr. Voilà, il y a deux vis, hein, il y a une vis en bas, et ici, il faut dévisser la rotule complète. Voilà. Elle est fixée ici, et il faut la desserrer parce que il y a une tige qui vient, c'est une tige qui vient s'interpénétrer voilà, de ce côté-ci pour la fixer. Donc la rotule, il faut la tourner dans ce sens-là, plus la visser ici. Et la rotule fait bien un mouvement comme ceci, permet un mouvement comme ceci, comme ceci. Donc là, on a bien une rotule, une vraie rotule. Donc la rotule de voiture est une vraie rotule. Voilà. Voilà. Mais je voulais parler en fait du soufflet de cardan. Euh, soufflet de cardan, quand il est inséré au niveau du tripode, à ce moment-là, il ne fait que tourner. Donc en fait là, c'est un mouvement de rotation, juste un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation. Par contre, là, on a bien 2 degrés de liberté, comme ceci, comme ceci. Et donc, il peut tourner. Donc, il peut avoir euh, avoir un certain jeu grâce à la rotule. Ouais, on a un certain jeu. Ça permet un certain jeu, voilà, de décaler s'il faut pour ne pas que ce soit fort tendu. Voilà. Mais pas dans une mécanique, je veux dire, où tout est fixe comme avant les chariots. Les chariots, tout était, je veux dire, rigide. Là, on essaie de faire en sorte que, bon, il y ait des mouvements et que ça soit un petit peu, je veux dire, ça puisse bouger un petit peu, parce que quand c'est fort rigide, quand on est assis dans une carrosse, on ressent tout de suite, hein.
Et pour éviter tous les mouvements du carrosse, on essaie d'avoir le moins de rigidité possible, pour éviter que les transmissions à la colonne vertébrale, par exemple. Voilà. Et c'est pour ça qu'on met des suspensions, c'est pour ça qu'on met tous des mécanismes comme ça, je veux dire, avec rotule, voilà, avec un ressort, système de suspension à ressort, système de suspension, voilà, piston, etc., etc. Ouais, pour éviter de la rigidité d'un véhicule. Voilà, là n'est pas question. Ici, maintenant, je reviens à mon corps humain. Il y a le système, voilà, de reproduction. J'en oublie, peut-être que j'en oublie, hein, mais c'est ça qu'il y a. Euh, voilà, et il y a d'autres systèmes. Par exemple, il y a le rein, etc. Le rein, voilà, et tout ça pour vous dire quoi? Hein, pour éviter de m'étaler un peu trop sur tous les systèmes que le corps humain a. Il y a le système de la peau, bien sûr, un système de peau. Hein. Quand on attrape des boutons, fatalement, il fallait voir un dermatologue. Voilà, il existe pas mal de maladies au niveau de la peau, énormément. Hein, à chaque fois qu'il y a une éruption d'un bouton, ben, ce bouton-là, il faut se poser la question quelle en est son origine. Il peut avoir beaucoup d'origines, notamment, la plupart du temps, c'est des parasites qui créent ces boutons-là. Voilà. Hein, c'est les parasites qui créent ces boutons-là. Les petits parasites qu'on ne voit pas, et bon, là, c'est peut-être un manque d'hygiène qui ferait que, bon, on aurait des boutons, et que le dermatologue verrait assez souvent des boutons parasitaires. Voilà, voilà, donc on a le système de la peau, le système euh, voilà, le système moteur, hein, le système moteur, locomoteur, le système nerveux, ça je l'ai dit, mais enfin, voilà, différents systèmes. Bon, maintenant pour en revenir à la cellule, pourquoi je parle de tout ça? Ben, parce qu'en fait, ces systèmes sont composés d'organes. Et ces organes sont composés, si vous voulez, de tissus. Et ces tissus sont composés de cellules. Voilà. Alors pourquoi j'ai entouré le système de reproduction? Parce qu'il existe deux types de cellules. La cellule, ce qu'on appelle somatique, qui forme, je veux dire, toutes les cellules du corps, d'un organisme, si vous voulez, enfin, ouais, d'un organisme considéré, toutes les cellules du corps, c'est ce qu'on appelle les cellules somatiques, à l'exception près, quand on a le système de reproduction, là, on a des cellules, si vous voulez, on n'a pas des cellules normales comme les cellules du foie. On n'a pas des cellules normales, voilà, comme les cellules, je sais pas moi, les cellules du rein, ou les cellules de la peau, ou les cellules, voilà. Les cellules système de reproduction, c'est un petit peu spécial. Donc voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle des cellules dans le système de reproduction, des cellules germinales. Donc tout ceci engendre, sont composés de cellules. Tous les systèmes que j'ai vus, les systèmes là, sont composés de systèmes, comment est-ce que je l'appelle ça? J'ai oublié, somatique, voilà. Donc tout ceci, c'est du somatique. Voilà, ce sont des cellules somatiques. Par contre, le système de reproduction est le seul qui va avoir des cellules germinales. Voilà. Donc, toutes les fonctions, tous les tissus, tous les organes sont composés de cellules somatiques. Voilà. Mais dans le système de reproduction, on trouve des cellules germinales. Alors, ces cellules germinales, vous comprendrez que ce sont les gamètes sexuels, hein, bon, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Voilà, spermatozoïdes, ovules, etc., etc. Voilà, ce sont les gamètes sexuels. Tout ce qui est système de reproduction, ben, là on retrouve les cellules germinales, on retrouve les gamètes, mâles et femelles, c'est-à-dire spermatozoïdes et euh, ovules, et créés bien sûr, spermatozoïdes et ovules sont créés à part grâce à un processus qui s'appelle la méiose. Hein. C'est la méiose qui va créer donc les spermatozoïdes par une division cellulaire, si vous voulez. C'est une division cellulaire. Voilà. Alors que quand il y aura fécondation, il y aura, on va dire, euh, voilà, elle va se faire par mitose. La fécondation se fera par mitose. Voilà. Alors ici, donc, on a comment est-ce qu'on appelle ça? Toutes les cellules du corps sont, la plupart du temps, des cellules
somatiques, quasi la plupart du temps, si ce n'est que les cellules germinales qui proviennent de la cellule de système enfin qui vient du système de reproduction. Hein, pour l'homme ou la femme, bon, ils sont différents. Voilà, et donc ici, on aura des cellules germinales. Alors maintenant, là-dedans, bon, c'est bien. Mais comment se font les choses? Les choses, il faut avaler de la matière, bien sûr. Avaler, il faut broyer. La broyer, ici, c'est des grosses matières. Voilà, ça va passer par l'œsophage et puis par l'estomac. L'estomac va continuer à broyer, mais il y aura des réactions chimiques à partir de là, et notamment à partir du foie. Le foie, et bien sûr, après, les intestins avant de déféquer. Bon. Donc on va avaler de la matière. En fait, quelque part dans la matière contiennent l'énergie, puisqu'en fait on a des kilojoules ou on a des calories ou des joules. On mange des calories ou des joules à travers la matière. Donc on mange de l'énergie. On mange de la matière, mais on mange de l'énergie aussi. La matière et l'énergie sont souvent assez souvent liées. Voilà. Donc en fait ici, il y a deux types de réactions. La chimie, la biologie distingue deux types de réactions. Ce qu'on appelle les réactions de décomposition. Les réactions, je vous ai déjà dit, on a des produits et des réactifs, mais là les réactifs se sont décomposés. Voilà un produit 1, il se décompose en R1, R2. Bon, là c'est ce qu'on appelle une réaction de dégradation, ça se dégrade. Maintenant j'ai un produit 1 plus un produit 2, et là je vais fabriquer R1 plus R2. Là ça se compose, hein. Là, ils se sont je recompose la matière, et là je la décompose. P1 c'est dégradé en qui est R1, R2. Alors que là, en formant P1, P2, deux produits, j'ai deux autres réactifs. Donc là, ce sont des réactions de synthèse. Composer du nouveau, c'est synthétiser. Et là, casser des molécules, c'est en fait la dégrader. C'est une réaction. On peut avoir soit des réactions de synthèse, de fabrication, si vous voulez, ou des réactions de dégradation. Et le corps permet ça. Le corps, qu'est-ce qu'il fait dans ces réactions, que ce soit le foie ou peu importe ou autre chose, hein, je veux dire, fait toutes des réactions de synthèse ou des réactions de dégradation. Par exemple, les aliments vont se dégrader. Donc là, c'est des réactions de dégradation. Ouais, parce qu'il faut passer des aliments qui contiennent l'énergie pour pouvoir vivre, parce que sans énergie, l'être humain ne peut pas travailler, et sans travail, il ne peut pas effectuer des forces. Voilà, effectuer des forces. C'est-à-dire effectuer des forces, ça veut dire manipuler des objets, pousser des choses, voilà, bouger, il ne saura pas bouger parce qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force, donc il ne sait même pas se bouger. Pour bouger un objet, il faut déjà se bouger soi-même. Si on ne sait pas se bouger soi-même, c'est qu'on n'a pas mangé, on est malade. Voilà. On a une faiblesse. Mais si on n'a pas mangé, fatalement, on est dans son lit, on ne sait plus bouger soi-même, on ne sait déjà même plus bouger soi-même avant de bouger des autres objets, c'est pas possible. Voilà, mangez pas pendant 10 jours, vous allez voir si vous allez vous savoir lever. Vous serez tellement faible que vous ne saurez pas vous lever. Voilà. Et donc, il y a des réactions de dégradation et des réactions de composition, de synthèse. Donc, c'est les deux types de réactions possibles en chimie. Et donc, fatalement, on les retrouve dans le corps humain. Et là, à ce moment-là, les réactions, bien sûr, on a ce qu'on appelle le catabolisme et l'anabolisme. Bon, le catabolisme, qu'est-ce que c'est? Ce sont l'ensemble des réactions chimiques si vous voulez, de dégradation moléculaire de l'organisme considéré. Bon, maintenant, l'anabolisme, c'est le contraire. Là, c'est la dégradation pour le catabolisme, et l'anabolisme, c'est la même chose, mais à l'inverse, c'est l'ensemble des réactions chimiques si vous voulez, de synthèse. Voilà. Là, on dégrade, catabolisme, on dégrade, et l'anabolisme, on synthétise. Enfin, pas moi. Quand tu dis on, c'est bien sûr le corps considéré. Voilà. Ça peut être, je veux dire, une fonction. Voilà. C'est un organe qui a une fonction. Voilà. Les organes ont généralement des fonctions. Les organes ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour une certaine fonction. Voilà. Et donc, dans certaines fonctions, certaines permettent de dégrader, d'autres de synthétiser. Voilà. Et l'ensemble, si vous voulez, l'ensemble des réactions chimiques, voilà, des réactions chimiques de dégradation et de synthèse, c'est-à-dire aussi bien le catabolisme
que l'anabolisme forme en général ce qu'on appelle le métabolisme. Voilà, le métabolisme, en fait, c'est l'ensemble des réactions de dégradation et de synthèse, bien sûr, euh, que ce soit catabolisme ou anabolisme, permettant à l'être vivant de, bien sûr, de dégrader les éléments ou de synthétiser, bien sûr, hein. Et donc, pourquoi il fait du métabolisme? Mais le métabolisme, il permet de faire quoi? Mais le métabolisme, il permet, ce sont les réactions chimiques qui permettent de quoi? Dégrader, synthétiser, oui, mais en vue de quoi? Mais en vue de vivre, en vue de vivre, tout simplement. C'est-à-dire en vue de se reproduire, par exemple, en vue de répondre à certains stimuli. Voilà. Par exemple, dans le système endocrinien, face à une peur, le système endocrinien va réagir. Donc, en fait, il va répondre à des stimuli. Donc, c'est toute une chimie qui va rentrer en jeu. Ouais. Système de reproduction, c'est toute une chimie qui va rentrer en jeu. Voilà. Que ce soit pour, je veux dire, la méiose ou la mitose, que ce soit, je veux dire, pour créer les spermatozoïdes ou les, comment on appelle ça, les ovules, mais en fécondation, il va se passer aussi toute une chimie, Voilà, donc on aura le métabolisme qui va réagir. Voilà, le métabolisme qui va réagir. Bon, donc l'être humain vit grâce à, je veux dire, toutes les réactions chimiques qui sont le métabolisme. Voilà. Bon, les réactions chimiques peuvent se dérouler dans la cellule, bien sûr, mais elles peuvent se dérouler en dehors de la cellule. Et ça, je verrai un type de réaction qui est en dehors de la cellule, mais c'est la réaction, je veux dire, de la digestion. Je le verrai dans une autre vidéo. La réaction de la digestion, euh, tout au moins la fonction du foie. La fonction du foie, comment elle va agir dans le système digestif, au travers de la digestion. Comment va réagir le foie? Voilà, au travers des sucres, des graisses et des protéines. Que vont-ils advenir? Où vont se situer les nutriments? Par quel passage, etc. Je le verrai dans une certaine vidéo. Et donc, la plupart, enfin, je veux dire, euh, donc on va dire que certaines réactions se déroulent en dehors de la cellule, hein, par exemple la digestion, et d'autres ben, se feront au sein même de la cellule, hein. Bon, ça va dépendre. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, quand je dis que les fonctions sont assurées par des organes, mais que ces organes sont composés de tissus. Tous les organes sont composés de tissus. Toutes les fonctions qu'on a qui sont jouées sont composées de tissus, hein. Et ces tissus sont composés de quoi? Mais de cellules, tout simplement. Voilà. Et ça, ici, je parle de tissus d'un être humain. J'ai parlé d'un être humain. Voilà, j'aurais pu parler d'un animal. J'aurais pu parler d'un végétal, d'un insecte ou d'un être unicellulaire, etc. Voilà, j'ai pris comme exemple l'être humain pour bien faire comprendre les choses. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, revenons à la cellule. Bien, il existe donc. Enfin, je vais voir d'abord les quatre constituants cellulaires qui peuvent être définis. Bon. Les quatre constituants cellulaires, vous comprendrez qu'il y a d'abord l'eau, qui est le constituant de la vie. Hein, sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, voilà, rien n'est possible sans l'eau. Bon, maintenant, vous allez me dire, il y a certaines personnes qui en trouvent plus loin. Ils se demandent d'où l'eau des océans est venue. Comment ça se fait qu'on a des eaux des océans? Bon, c'est peut-être venu d'une glaciation ou je ne sais quoi. Voilà, c'est peut-être une glaciation, il n'y a plus de la glace et puis ça a donné les océans, j'en sais pas plus. Bon, voilà, on n'a pas fait d'études là-dessus, donc je ne sais pas dire. Bon, j'imagine que les océans proviendraient non pas de pluie, parce que rien ne se crée, rien de tout se transforme, mais proviendraient peut-être de la Terre qui était très chaude, qui s'est refroidie, qui est devenue glaciaire, et puis qui tout a fondu pour revenir à une température normale, et ça a donné dans des cuvettes les océans et les mers. Bon, ça, peu importe. Bon, attention qu'après, il y a eu le cycle de l'eau. Une fois que vous avez de l'eau sous forme glaciaire, vous pouvez relancer le cycle de l'eau, hein, pour donner, je veux dire, les pluies, voilà, condensation, les pluies, et retomber dans les rivières. Et là, on a deux types de sources.
dans les sources d'eau douce, et voilà, les sources d'eau salée, et voilà. On aura des sources d'eau douce, et on aura des marais, des lacs, voilà, toutes sortes de, voilà, on aura des plans d'eau plus salés que d'autres. Voilà. Maintenant, l'eau, constitue, on va dire, quantitativement, donc, le plus important, et on va dire que c'est 60% dans la cellule, on va dire, animale, voilà, et jusqu'à 90% dans la cellule, bien sûr, végétale. Voilà, donc, on va dire que c'est essentiellement de l'eau. Voilà, voilà, on va dire, bon, maintenant, vous allez me dire, ce constituant, on va dire, c'est le véhicule par excellence des substances qui doivent pénétrer dans la cellule. Parce que bon, la cellule, elle vit. Il y a des échanges. Bon, ça rentre et ça sort. Bon, donc, l'eau est le véhicule par excellence donc des substances qui doivent pénétrer dans la cellule ou devant, bien sûr, la quitter ou sortir de la cellule. Hein. Voilà. Et l'eau peut, dans certains cas, donner quoi? Ben, comme il est composé d'H2O, il peut donner soit de l'hydrogène, hein, ou de l'oxygène. Ben, maintenant, on lui reconnaît d'autres fonctions. Bon, voilà, on peut voir certaines choses, hein, notamment de nettoyage, par exemple, de nettoyage de certaines choses, mais, et d'autres. Hein. L'eau peut apporter d'autres fonctions qu'on lui reconnaît. Mais bon, je vais m'arrêter ici pour pas trop m'étaler sur l'eau, parce que quand on commence à parler sur l'eau, et au niveau cellulaire, bon, on peut aller loin. Donc voilà, donc ici je vais m'arrêter ici. Et maintenant, je veux dire que les constituants cellulaires sont l'eau et les métabolites, bien sûr. Hein. Voilà. Les métabolites, bien sûr. Ici, je range ici toutes les molécules qui sont obtenues lors de différents, si vous voulez, anabolismes ou catabolismes. Hein, ce sont toutes les métabolites intermédiaires obtenus, qui est le résultat soit d'anabolisme ou catabolisme. Bon, je rappelle que, je m'excuse, que catabolisme, c'est une dégradation. Hein. Et je rappelle que anabolisme, c'est une réaction de synthèse. Et que ces deux-ci forment le métabolisme. Voilà. Et donc, que les métabolismes intermédiaires proviennent du métabolisme. Voilà, du métabolisme. Voilà. Alors, en général, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, des fonctions de chimie organique comme des acides, des aldéhydes, des cétones, etc. Bon, vous comprendrez que c'est le résultat, voilà, de réactions intermédiaires, voilà, obtenues par métabolisme, c'est-à-dire aussi bien de dégradation que de, comment on appelle ça, de synthèse, de réaction chimique dans le corps. Voilà, ce sont des métabolites intermédiaires. Voilà. Et ça, c'est encore un des constituants cellulaires, voilà, qu'on peut retrouver. Donc, de l'eau et des métabolites intermédiaires. Qu'est-ce qu'on peut retrouver selon vous, à part de l'eau et des métabolites provenant de réactions du métabolisme? Eh bien, on peut retrouver, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les molécules énergétiques qui vont qui vont stocker. D'ailleurs, je verrai, comme j'ai dit, le système digestif au travers du foie. Les molécules énergétiques. Et vous savez c'est lesquelles. Normalement, je ne devrais même pas les citer, parce que vous devez savoir, j'ai déjà parlé de la nourriture, etc. Énergétique. En fait, quand vous mangez des aliments, bien sûr, vous faites le broyage vers les dents. Hein, on broie via les dents. Il y en a qui ont des plus grandes dents que d'autres, parce qu'ils sont dans la nature, et ils doivent mordre de la viande, ils sont carnivores, etc. Ils ont des plus grandes dents, ils sont adaptés pour ça. Voilà, mais en fait, vous comprendrez que les aliments doivent être décomposés en glucides, hein, protides
et en les, les graisses, les sucres, les protéines et les graisses, qui sont les graisses, on va dire les graisses, les lipides, voilà, les lipides, les glucides et les protéines. Donc ça, c'est les protéines, ça, c'est les sucres, et ça, ce sont les graisses. Ouais, et ça, tout ça va être décomposé, si vous voulez. Et ce sont tous des éléments, si vous voulez, énergétiques qui vont être stockés sous forme d'énergie. Par exemple, le sucre va être stocké sous forme de transformé en glycogène. Glycogène, réserve, c'est une réserve voilà, de sucre. Et les graisses vont être aussi stockées sous forme de graisse. Voilà, donc ça, ce sont les molécules énergétiques, c'est-à-dire les lipides, les glucides et les protéines. Bon, je rappelle que les protéines, qu'est-ce que c'est? En fait, les protéines, en fait, ce sont les protéines, hein, les protéines qui sont des enzymes, en général des enzymes, hein, qui proviennent d'acides alpha-aminés, mis ensemble avec des liens, si vous voulez, peptidiques. Voilà, des liens peptidiques. Hein, je mets un acide aminé ici, je rajoute un second là, un troisième, ben voilà, j'ai fait une protéine. Bon, je peux avoir qu'une seule, un seul acide aminé, pourquoi pas. Je peux en avoir 2, 3, 4, 5, des mélanges, voilà. Acide aminé. Bon, je rappelle que l'acide alpha-aminé, ben, en fait, on sait bien que on a du H ici, du carbone, un radical ici, et bien sûr un acide ici, et une amine là, H2N. Voilà. Ça, c'est l'acide alpha-aminé. Voilà. Et souvent, le radical, ben, il a un nom. Il y a une vingtaine d'acides alpha-aminés, et quand on les met ensemble, bien sûr, on les dénomme par des lettres, hein, C, U, G, par 3, des triplets. C'est des triplets. A, G, C, voilà. C'est des triplets. Et d'ailleurs, il existe, comme je l'ai déjà expliqué, qu'il existe un espèce de carré comme ceci. On part du centre et on sait lire hein, quel type d'acide alpha-aminé qu'on a. Il existe des tableaux comme ceci. Hein. Bon, là, il faut aller voir les tableaux existants. On part du centre. C, par exemple, G, U. Eh ben, CGU, ça donne un type d'acide alpha-aminé qui vous explique c'est ceci. Voilà. Tryptophane, je sais pas moi, c'est tryptophane. Voilà. Voilà, de la proline, du tryptophane ou je sais pas quoi. Voilà. C'est peut-être beaucoup de choses. Il y avait une vingtaine d'acides aminés. Et voilà. Et donc, en fonction d'un tableau qui donne en carré, hein, vous allez voir sur Internet, ça doit exister sur Internet. Ben, on suffit de lire le triplet en partant de la base. On lit le triplet et on sait dire quel type d'acide alpha-aminé par rapport au codage. Par exemple, CGU, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, CGU. CAG, par exemple, on va prendre CAG. Qu'est-ce que c'est que le CAG? Le triplet CAG, qu'est-ce que c'est? Voir dans les tables et on sait voir qu'est-ce que c'est facilement. Voilà. Et donc, je peux avoir du CAG avec, je sais pas moi, j'invente, hein, bien sûr, bon, je sais pas si ça existe, mais c'est ACG. ACG, voilà, par exemple. Voilà, et là j'ai deux acides alpha-aminés, donc j'ai fabriqué ce qu'on appelle une protéine qui vont servir en tant qu'enzyme. Voilà. Voilà. Donc on a les molécules énergétiques qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Et ces molécules, bien sûr, se trouvent dans l'alimentation. Et voilà, ces trois grandes familles des molécules, si vous voulez, qui vont apporter l'énergie au corps, à travers de matière, bien sûr, parce qu'on mange quand même de la matière. Hein. Voilà. Bon, maintenant, pour en arriver, commencer à parler de la cellule elle-même, on distingue les cellules autotrophes. Maintenant, je me base sur le corps humain. Hein. Bon, je vais parler sur la cellule en général. En général, la cellule, on appelle une cellule autotrophe quand elle est capable, si vous voulez, de synthétiser les matières organiques alimentaires. Voilà, de synthétiser les matières organiques alimentaires. Au départ, bien sûr, du monde minéral. Par exemple, je vais partir du CO2 pour, on va dire, synthétiser des glucides. Du CO2, je vais synthétiser du
des glucides. Alors, ça, c'est une molécule de chimie minérale, et ça, c'est un hydrate de carbone. L'hydrate de carbone, c'est de la biochimie, mais généralement, la biochimie traite de en grosse partie de la chimie organique. Donc ici, on a une molécule minérale du monde minéral, et là, on a une molécule du monde, si vous voulez, organique. Et quand on synthétise ceci comme ceci, on passe du CO2 à des glucides, mais une cellule capable de faire ça, ben, on dit qu'elle est autotrophe, elle est capable de synthétiser, je veux dire, des matières organiques alimentaires, bien sûr, alimentaires, euh, au départ du monde minéral. Bon, maintenant, l'oxygène, est-ce que l'oxygène, c'est de l'alimentation? Ça dépend comment on voit la chose. Bon, généralement, l'alimentation n'est pas considérée, je veux dire, l'oxygène n'est pas considéré un gaz d'abord. Hein, c'est pas comme les aliments qui sont solides. Quoi qu'on boit, on peut boire une boisson avec du gaz carbonique qui est un gaz dissous, voilà, euh, dans le liquide. Bon, là n'a pas la question. En fait, généralement, l'oxygène c'est un gaz. Bon, euh, l'oxygène va servir à la respiration, hein, généralement à la respiration. Donc c'est une forme euh, d'énergie. C'est une forme d'énergie comme l'alimentation, parce que sans oxygène, l'être humain ne peut pas vivre. Donc voilà, l'oxygène est une forme, je veux dire, voilà, d'alimentation, si vous voulez, vue comme ça, d'alimentation énergétique. Ouais, ouais, sous forme de gazeuse, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut voir la chose comme ça, mais on distingue bien l'alimentation malgré tout, de la respiration. La respiration est faite par, bien sûr, le système. Voilà, je l'ai oublié tout à l'heure. J'ai oublié un système ici. Et en parlant de celui-là, je viens d'en trouver un que j'avais oublié. Système respiratoire. Un système respiratoire. Ouais, le système. Maintenant que j'ai trouvé celui-là, il y a le système cardiaque. Système cardiaque. Voilà, système cardiaque. Voilà. Le cœur. Un système cardiaque, c'est un système. En soi, c'est un système pris en soi. À lui tout seul, le cœur, c'est une pompe. On peut étudier la pompe toute seule en tant que système, comme j'ai expliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, bon, c'est l'être humain qui définit le système et qui veut étudier, mais la pompe est assez, enfin, le cœur on va dire, est un système assez complexe pour le prendre en soi en tant que système à part entière. À part entière. C'est un système. La pompe cardiaque, c'est un système à part entière. Donc je le considère en tant que système cardiaque. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Voilà. Donc ici, l'O2, c'est le système respiratoire qui va faire ça, alors que l'alimentation, c'est le système digestif qui va s'en occuper. Voilà, c'est du système séparé qui vont s'en occuper. Ouais. Ici, vous voyez que tous les systèmes qu'on a, hein, ils sont entremêlés dans un corps. Hein. Tout ça est entremêlé dans un corps. C'est comme quand vous ouvrez une voiture, vous avez un petit peu ça, mais hein, vous avez le système électrique dans une voiture, le système de freinage, le système... ouais, si je fais une analogie avec une voiture, hein, une voiture, j'aurais le système de freinage, système de refroidissement, système euh, électrique, voilà, le système je veux dire moteur, système de suspension, système de transmission, système de voilà, boîte de vitesse, système de moteur en soi, hein, système moteur en soi, hein, piston, bielle, manivelle, voilà, système de lubrification, système de voilà de chauffage, le système de carrosserie, hein, carrosserie en soi. Donc, quand on a un choc avec quelque chose, on se rend tout de suite qu'on a une carrosserie tellement ça coûte cher pour la refaire. Le fait de dire bonjour à un carrossier, c'est déjà au moins 250 €. Donc là, la carrosserie constitue un système, hein, remplacer des portes ou étirer voilà, des ferrailles qui ont été au niveau des côtes modifiées, le monter au marbre et modifier tout ça.
mais ça constitue, je veux dire, faire de la carrosserie. La carrosserie est coûteuse, et fatalement, c'est un système en soi, système de carrosserie. Donc, et quand il faut changer une porte, la repeindre, voilà, et remplacer, remettre tous les éléments en place, et voilà. Bon, un système de carrosserie, c'est un système en soi. La carrosserie, c'est tout un monde, le monde de la carrosserie. Ouais, voilà. Ah, voilà, avec portes et fenêtres, coffres, voilà, et tôle, hein, voilà, tout ce qui tient le véhicule. La charpente de la voiture, en fait. La charpente de la voiture. Maintenant, on peut avoir le système intérieur avec tous l'habitacle, hein, le système de l'habitacle, avec voilà, tout ce qui est système d'habitacle, ben, c'est tout ce qui est pour le cocooning dans la voiture, c'est-à-dire les sièges, le volant, etc., etc. Oui, il y a le système de direction. Tant que je parle du volant, il y a la direction, système de direction. Euh, ouais, le système électrique, je l'ai dit, avec la batterie, l'alternateur, voilà, voilà, avec le démarreur, ouais, c'est un système en soi, à part. Comme j'ai pris tout à l'heure le système cardiaque, je peux prendre le système de démarreur à part entière, parce que le système, ouais, c'est électrique, d'accord, mais il sert au démarrage, bon, on peut dire que c'est une fonction à part entière. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il existe différents types de systèmes. Voilà, et que tout ça est renfermé dans un habitacle, enfin dans un compartiment qu'on appelle euh, le compartiment, le compartiment moteur, hein. Vous ouvrez le capot et vous avez le compartiment moteur, je veux dire avec tout ça dedans. Tout ça dedans. Et donc tout est imbriqué là-dedans. On a toutes les tuyauteries d'air, les tuyauteries de liquide, de toutes sortes, hein, liquide de freinage, liquide de, euh, euh, ouais, il y a le système ABS, hein. Système AB. Voilà, il y a système ABS. Je vous dis, il y a plein de systèmes de refroidissement, système de ce que vous voulez. Et tout ça est imbriqué dans un moteur. Et ici, l'être humain, c'est pareil, hein. C'est pareil. Je veux dire que c'est les gens qui ont fabriqué le moteur qui ont copié sur l'être humain. Voilà, parce que généralement, les scientifiques, les industriels, ils copient sur le corps humain, hein. Il faut d'abord voir ce qui se passe dans le corps humain, chez les animaux, etc., etc. Par exemple, si je prends un sous-marin, ça ressemble à un poisson, hein. Un avion, ça ressemble à un oiseau, hein. Voilà, donc en fait, vous voyez qu'ils copient beaucoup, je veux dire, ce qui se passe dans l'être humain, hein. Hein, tout ce qu'il y a dans l'être humain, ils le recopient. Voilà, ils font des copies de ce qui se passe dans l'être humain. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est comme le capot moteur, tout est dans un capot moteur, tout est imbriqué, est imbriqué. Et ils essaient de trouver il y a de l'espace bien précis, tout ça, c'est imbriqué dans un corps. Eh bien, dans un moteur, il y a toute la filerie électrique, toute la filerie, je veux dire, d'air, la filerie des graisses, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, du système de lubrification, de l'huile, hein, l'huile moteur, hein, qui part du carter et qui va lubrifier le moteur, hein, avec une pompe, via une pompe, voilà, une pompe à huile. Ben, tout ça, je veux dire, tout ça est imbriqué dans un compartiment moteur qui fait que bon, tout est imbriqué, tout est compacté. Compacté. Eh bien, le corps humain, tout est compacté. Mais en fait, ils ont copié. C'est plutôt l'inverse, hein. Tout provient du corps humain, des animaux. On voit ce qui se passe dans la nature pour copier, pour essayer de faire la même chose. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Donc, on a les types de constituants de cellulaires sont l'eau, les métabolites intermédiaires, bien sûr, issus du métabolisme, et vous avez compris les molécules énergétiques qui sont les glucides, lipides et protéines. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que, en fait, ce que j'étais en train d'expliquer, ouais, je sais plus ce que j'étais en train d'expliquer. J'étais en plein dans la cellule, hein, et dans la cellule, j'avais dit ouais, que on avait des cellules de type autotrophe. Et autotrophe, quand je dis autotrophe, c'est pas forcément autotrophe. Ouais, vous allez me dire comment on voit tous. Je veux dire comment percevoir la cellule. La cellule, elle se voit grâce au microscope, hein, une sorte de microscope. Au microscope optique, on peut déjà voir, voilà, l'organisation, si vous voulez, l'organisation du monde, du vivant, hein, au microscope optique. Bon, on peut observer à l'œil nu. Voilà, on peut observer, je veux dire, au microscope optique. Voilà, à l'œil nu, mais on peut observer, si vous voulez, au microscope.
Bon, on peut agrandir, hein, certains microscopes, vous agrandissez, vous avez un tissu, vous coupez un oignon, vous le coupez, vous agrandissez un nombre de fois si vous ne voyez pas bien. Voilà, bon, si on ne voit pas bien, on agrandit. Mais si on ne voit pas bien, quand on a un fond du microscope, il faut utiliser autre chose. Voilà. Mais généralement, microscope en agrandissant, avec des proportions près, on voit. Microscope, micro. Il y en a, c'est leur métier, ils aiment bien de voir le petit. Ils aiment bien découper des choses, de prendre des morceaux de peau, de voir. Voilà, et une fois qu'ils ont commencé à tomber dans l'addiction voilà, de regarder au microscope, eh ben, ils sont partis, ils regardent tout au microscope. Et ils voient tout le monde du petit. Parce qu'il y a le monde du grand, du très grand, mais il y a le monde du petit. Dans le monde du petit, il y a énormément voilà, il y a une vie en petit. Il y a la vie du grand, la vie du moyen. La vie du moyen, c'est l'être humain, mais il y a la vie du parasitaire. Et du monde des cellules. Le monde des cellules. Voilà. Il y a un microscope optique et électronique. Bon. Si je prends l'œil nu, bon, l'œil nu, moi je dirais que la limite de l'œil nu, moi je dirais que c'est 100 microns. Voilà. Ça, c'est la limite de l'œil nu. 100 microns, ouais. Lui, le microscope, comment, le microscope optique, la limite du microscope optique, bon, on sait bien que, bon, il y a une limite ici. Bon, je ne connais plus tellement. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur allez voir le monde du visible, voilà, j'avais tout explicité là-dessus. Mais il y a le monde, voilà, il y a les bactéries, il y a les virus. Voilà, les virus généralement sont plus petits que les bactéries, hein. Ouais. Les virus, bon, on peut aller de 100, je crois que c'est 100 à 1000 angstroms, je ne vais pas m'avancer. Mais le monde de l'atome, c'est un angstrom, qui n'est pas visible, bien sûr, par le microscope électronique, hein. Voilà. Je ne vais pas m'avancer sur des chiffres, bon, je ne les ai pas sur le microscope optique, microscope électronique. Mais disons que le monde de l'atome, c'est un angstrom et que le microscope électronique ne voit pas le monde de l'atome. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Et que le monde, si vous voulez, ce qu'on appelle le monde cellulaire peut être vu à l'œil nu, sinon il peut être vu dire au microscope optique, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et que les bactéries sont plus grosses, bien sûr, que les virus. Je crois que, sans m'avancer, le monde des protéines, c'est 10 à 100 angstroms. Entre 10 et 100 angstroms, ce serait les protéines. Au-dessus, on retrouverait entre 100 et 1000 angstroms les virus. Voilà, apparemment, les virus pourraient être vus. Je ne vais pas m'avancer, mais les virus peuvent être vus normalement au microscope électronique. Ouais, les virus peuvent être vus normalement au microscope électronique. L'atome, c'est un angstrom. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais je peux dire que normalement, le microscope électronique, ça irait à 5 angstroms, sans m'avancer trop. Voilà, donc voilà, il pourrait 5 angstroms, ça permettrait de voir, si vous voulez, des protéines qui sont entre 10 et 100, probablement entre 100 et 1000 qui seraient les virus. Bon. Voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein. Je me base sur ce que je me rappelle, j'essaie de me rappeler, sur les chiffres que je n'ai plus, sur la vidéo concernant, je veux dire, la limite du visible. Allez voir la limite du visible. Voilà, c'est une vidéo, j'explique tout ça là-dedans. Voilà, donc ça veut dire que le microscope électronique, vous êtes limité. Bon. Le microscope optique, il est au-dessus de 5 angstroms, fatalement, hein. Il voit moins bien que le microscope électronique. Mais le microscope optique permet de voir le monde cellulaire, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Voilà, certaines choses peuvent être vues à œil nu, voilà, et d'autres peuvent être vues au microscope optique. Maintenant, si on descend en dessous, ben, il faut prendre les microscopes électroniques. Voilà, mais le microscope électronique ne pourra pas voir, si vous voulez, le monde de l'atome.
Voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais dire, mais maintenant je reviens à ce que autotrophe, c'est autotrophe, ça veut dire qu'il est capable de synthétiser, je veux dire, à partir du monde minéral, par exemple CO2, vers le monde organique. Là, c'est autotrophe. Par exemple, des glucides, qui sont du monde organique. CO2, c'est une molécule de chimie minérale. Par exemple, si je prends une autre, j'avais parlé tout à l'heure que euh, l'acide alpha-aminé, c'est H2N, bien sûr, ici, c'est l'acide COOH, ça c'est l'acide aminé, voilà, acide aminé, avec un carbone ici. Ouais. Bon, ici on ne voit pas à l'écran, voilà. Ici, il y avait un radical R, bien sûr, ici je crois qu'il y avait un hydrogène. Voilà. Donc on voit bien que c'est un acide avec une amine. Voilà. Et donc, ce qui est autotrophe, par exemple, peut à partir de l'azote, créer des protéines. Et là, elle sera autotrophe. Ouais, parce qu'on parle. N2 est une molécule de chimie minérale. On va retomber sur une molécule de biochimie. Et donc, biochimie, je vous ai dit, traite la chimie, molécule de chimie, généralement chimie organique. Voilà, donc, en fait, on a bien, je veux dire, elle est capable de synthétiser une molécule organique alimentaire au départ du monde minéral euh, en, comment est-ce qu'on appelle ça? Elle est capable, je me suis mal exprimé, elle est capable donc de synthétiser une molécule du monde minéral, euh, donc les matières organiques, voilà, alimentaires. Voilà. Du monde minéral vers le monde organique. Ouais, quand on fait ça, la cellule est capable de faire ça, ben, on va dire qu'elle est autotrophe. Bon, un exemple qui peut faire ça, ben, c'est un exemple de cellules. Les cellules, vous pouvez voir tous les types de cellules comme je vous ai expliqué, hein. Bon, il y a des gens et, dans les laboratoires, dans les universités, il faut que ça. Ils ont comment est-ce qu'on appelle ça, des microscopes et ils s'amusent. Ça devient de l'amusement parce que ça permet de voir le tout petit. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils prennent tout ce qu'ils veulent, hein. Ils prennent un morceau de peau, ils prennent de l'ail, ils coupent un ail, ils prennent des oignons, ils coupent de l'oignon, ils prennent un foie, ils le découpent, prend un morceau de tissu du foie, un morceau de tissu du foie, mais pas un foie d'être humain, fatalement, vous aurez compris que, bon là, on essaie de décharger l'être humain, je veux dire, sauf, par exemple, si je prends les médicaments, il y a des médicaments qui sont testés sur des personnes qu'on appelle cobayes, et qui sont malades eux-mêmes et qui vont peut-être vers la mort, et qui décident que pour donner leur corps à la science, et on va faire des études sur leur maladie, et on va leur donner des maladies, c'est tenter de donner des médicaments qui sont nouvellement créés pour faire des tests sur le cobaye. Vous comprendrez que ce type-là, il est payé et c'est lui qui le veut. C'est lui qui le veut et il sait très bien que bon, si ça va mal, c'est pas grave parce qu'il sait bien qu'il va mourir avec. Il va déjà mourir déjà avec sa maladie. Donc les médicaments ne peuvent être que une chance sur deux. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va pas, tant pis. De toute façon, tant pis. Il devait déjà mourir déjà de cette maladie-là. Donc il les a essayés pour voir si ça allait marcher. Et si ça ne marche pas, tant pis parce que il devait mourir déjà de cette maladie-là. Donc il se met en tant que cobaye. Bon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tant pis, de toute façon, ça, voilà, tant pis. Il avait déjà je veux dire, une marche vers la mort, donc tant pis, c'est pas grave si ça ne marche pas. Par contre, si ça marche, tant mieux, parce qu'il a une marche vers la mort et il permet de guérir. Donc, en fait, il y a des cobayes qui, je veux dire, qui se mettent en tant que personnes qui vont servir pour la science, pour des tests de médicaments, etc., etc. Bon, ça, vous comprendrez que ça, ce sont des êtres humains. Il y a une législation derrière tout ça. Et donc, il n'y a pas de problème. S'il a décidé qu'il veut servir la science, pourquoi pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, généralement, si veut faire des tests, on ne va pas utiliser euh, des êtres humains. Si on va regarder ce qui se passe au niveau cellulaire, et faire des découpes, des belles découpes, etc., etc. Là, on va utiliser des animaux. On va utiliser, par exemple, des rats. Mais maintenant, il y a des organisations qui ne veulent plus aussi que les animaux participent, je veux dire, en tant que cobayes, comme les lapins,
les lapins, les rats de laboratoire, etc., etc. Bien que, bon, il y a beaucoup de rats qui sont des rats issus d'insémination artificielle, hein. Mais de toute façon, l'insémination artificielle, je veux dire, voilà, on la retrouve dans beaucoup de choses, hein, dans beaucoup de choses. Hein, je veux dire, si je prends les OGM, par exemple, les OGM, ben, ce que vous mangez, c'est, voilà, c'est, voilà, ce sont des gènes modifiés, issus de laboratoire. Donc, fatalement, vous mangez, je veux dire, voilà. De ça, c'est discute, hein. On peut manger des viandes piquées aux hormones et tralali, tralala. Bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, là n'est pas l'histoire. Je veux dire par là que, bon, pour faire des études au laboratoire par des gens qui sont devenus addicts à une addiction à la vision du monde du petit, hein, généralement, ce sont des scientifiques qui font ça, et généralement, ce sont beaucoup d'universitaires, des gens qui travaillent dans le laboratoire, mais ils peuvent à un moment donné, bon, avoir une certaine addiction et essayer d'essayer de voir tout ce tout le monde du petit. Une petite feuille, il suffit d'une petite feuille, d'un arbre, hop, ils vont regarder. Je sais pas, moi, je prends un peuplier, un noisetier, je veux dire, on prend les feuilles je sais pas moi, d'une coupe, je sais pas moi, de l'ail, comme j'ai expliqué, de l'ail, foie de rat, foie de rat, voilà, foie de rat. On va pas étudier le foie de l'être humain, mais le foie d'un rat. Voilà. Je sais pas moi. Voilà. Et donc ici, si je donne un exemple de cellule autotrophe, un exemple, c'est la cellule foliaire. La cellule foliaire est autotrophe pour le carbone. Voilà. Bon, maintenant, il existe des cellules autotrophes, mais à côté de ça, il y a des cellules hétérotrophes. Voilà, hétérotrophes, c'est-à-dire que ce sont des cellules incapables de synthétiser à partir de les matières organiques alimentaires au départ du monde minéral. Ils ne sont pas capables de le faire. Et donc, les cellules autotrophes, et hétérotrophes, je m'excuse, cellules hétérotrophes, doivent trouver ces molécules directement dans son alimentation. Par exemple, un exemple de cellule hétérotrophe, c'est la cellule hépatique du rat, par exemple. Je prends du rat explicitement pour dire que je prends pas une cellule, j'ai pas pris un microscope pour regarder la cellule du foie d'un être humain, mais au travers de la cellule du foie d'un rat. Voilà. Comme ça, je deviens pas moribond quand je fais voilà, mon speech ici. Je suis pas moribond. Moribond, je veux dire, plutôt, on va dire pas moribond, mais voilà, il y a un autre terme. Bon, la cellule hépatique du rat, c'est une cellule hétérotrophe. Maintenant, qui est-ce qui va chercher ces molécules dans son alimentation? Mais, par exemple, un autre exemple, c'est la cellule bactérienne. La cellule bactérienne va chercher. Bon, la cellule bactérienne, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je vais vous dire tout de suite. La cellule bactérienne, elle trouve un hôte. C'est-à-dire que si vous allez quelque part, vous n'êtes pas un SDF, parce que les SDF, parfois, on a du mal à les faire rentrer dans une habitation pour les faire dormir. Quoi qu'en hiver, ils sont obligés d'aller dormir parce qu'il fait fort froid, ils sont obligés d'aller dormir dans une habitation. Mais si je prends quelqu'un qui est à l'extérieur, ben, s'il veut aller dormir chez quelqu'un, ben, s'il va trouver à manger, à boire, et un entourage, je veux dire, mais il va rester dans cette maison-là, et voilà. Et il va, voilà, proliférer. S'il est bien, il va comment ça s'appelle ça, se proliférer, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc une cellule, c'est comme ça. Une cellule, quand elle trouve un autre qu'elle est bien, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va proliférer. Elle a à manger, elle a à boire, enfin, elle a à manger, elle a un milieu de vie, elle a à manger, donc elle va rester là. Ben, voilà, la cellule bactérienne. Mais les gens, généralement, si c'est une bactérie pathogène, les gens n'en veulent pas. Donc en fait, ils vont prendre des médicaments pour éviter, je veux dire, pour tuer les bactéries, parce qu'on n'en veut pas, parce que ça nous rend malade. Mais généralement, la cellule bactérienne, c'est une cellule hétérotrophe. Bon, elle a besoin de dire, elle va puiser son alimentation, elle va puiser ses molécules dans l'alimentation, et généralement, elle va s'alimenter dans le milieu où il est.
Et je parle, voilà, il n'y a pas que les bactéries qui vont réagir de la sorte, il y a tout ce qui est parasite, hein. Tout ce qui est parasite, je veux dire, on va trouver un autre, une fois qu'il a un autre, il va y rester. Il va même se loger pour pas qu'on vienne le tuer. Je pense à- comment est-ce qu'on appelle ça, au parasite de la gale, hein, le sarcopte. Et je pense aussi à des parasites quand vous avez touché, je veux dire, voilà, vous avez touché du cacao, du pipi de chat, voilà, contaminé, eh bien, vous pouvez attraper, je veux dire, voilà, des parasites sous forme voilà, de, de fil, filiforme, de film. Et si je prends le sarcopte il se cache sous la peau. Et ces parasites-là se cachent sous la peau. Donc difficile de les avoir, c'est ça que je veux dire. Ils sont difficiles de les avoir, à moins que de les brûler par des produits spéciaux chimiques. Hein, et il faut être mis en quarantaine parce qu'ils sont forts, je veux dire, comment, infectieux. Hein, ils peuvent infecter, je veux dire, quelqu'un d'autre facilement. Donc, je veux dire, là, on demande des nettoyages quasi complets, des literies, de tout ce que. Là où il y a comment est-ce qu'on appelle ça voilà, des sarcoptes et des choses comme ça. Une literie où les chiens ou les chats font venir faire pipi, caca, et qui sont infectés par, je veux dire, voilà, ces parasites longiformes. Ils peuvent rentrer dans la peau et ça se voit tout de suite, hein. Ils creusent des sillons, ils vont se cacher dans des sillons, et c'est pas possible de les avoir. Pas possible de les avoir. Voilà, et, c'est pour ça qu'il faut aller être hospitalisé, je veux dire même en quarantaine. Bon, si on prend le choléra, bon, c'est un peu la même chose, hein. Bon, quelqu'un qui va toucher, je veux dire, voilà, des matières fécales qui sont infectées par le choléra, ben, fatalement, bon, ça va s'attraper, ça va devenir infectieux. Et le choléra, bon, euh, voudra euh, trouver un autre pour pouvoir vivre. Bon, et l'être humain n'aime pas tout ça, logiquement, il faut déjà prendre des préventions pour ça et éliminer, si le cas échéant, ça devrait survenir, éliminer le plus vite possible pour éviter une infection par épidémie ou par pandémie si ça devient trop grand. Voilà, et trouver bien sûr le lieu d'infection, hein. C'est la cause principale, le lieu d'infection et tous ceux qui ont été en contact avec ce lieu d'infection-là. Voilà, qui peut provenir de sources, voilà, clairement de sources infectées. Alors, de l'eau infectée. Et là, on demande la plus grande prudence, c'est-à-dire là, de mise en quarantaine. Bon, tout ce qui est, je veux dire, prolifération, colonisation, prolifération, on demande ce qu'on appelle, que ce soit Ebola, choléra, etc., ou la gale, hein, etc., etc., on demande de restreindre la maladie en la confinant, en confinant les personnes pour éviter qu'elle infecte d'autres personnes et donc on les met en quarantaine. C'est la première des choses, bien sûr en les soignant en même temps, hein. Il faut les soigner, ces gens. Il existe tous des médicaments maintenant, des produits spécifiques pour tuer, bien qu'ils se cachent, bien qu'elles se cachent où ils sont. Voilà, elles se cachent, hein, parce que si je vous prends la gale, elles se cachent correctement sous la peau, ou je veux dire le pouls, les puces, elles se cachent sous la peau, je veux dire, enfin, elles se cachent bien. Elles savent ce qu'elles font. On les prend pour des petites parasites qui n'ont pas de cervelle, mais bon, en fait, elles se cachent bien pour coloniser, bon, proliférer. Voilà. Elle se trouve un endroit chaud, avec à manger, pourquoi pas, elle va rester là. Voilà, elle a trouvé un milieu hôte, un hôtel, elle a trouvé un hôtel où proliférer, parce qu'elle se sent bien, elle va pondre, je dirais, et c'est tenter de vivre, voilà, mais pondre un maximum. Et ce parasite longiforme ici que je vous dis, bon, il peut faire un cycle, il peut passer par les poumons, voilà, il fait un cycle, il passe par les poumons, il fait un certain cycle. Voilà. Maintenant, il y a certains parasites qui ont une certaine durée de vie, hein. Bon, voilà, ils vivent de quoi, 24 heures, 48 heures, 2 jours, 3 jours, 4 heures, 4 jours, 5 jours, je sais pas moi, une semaine, après ils meurent, hein. Mais ils ont eu le temps de proliférer, c'est ça qu'il y a, surtout ça. Bon, enfin bref. Euh, et donc, ici,
un cas de figure de cellules hétérotrophes, mais c'est la cellule hépatique et la cellule bactérienne qui ont besoin de trouver donc des molécules spécifiques dans son alimentation. Bon, la première chose qui nous vient à l'esprit, quand on parle de cellules, en fait, c'est la taille. La taille. La taille. Oui, la taille d'une cellule, c'est petit. C'est tout petit. Et il y en a qui sont plus petites que d'autres. La taille, et vous comprendrez que la taille des cellules est en fonction de leur complexité. Hein. Voilà, si je prends par exemple la cellule, voilà, si je prends les gamètes, voilà, par exemple avec là-dedans des chromosomes, on a des chromosomes, un certain nombre de chromosomes, voilà, et donc le chromosome contient de l'ADN qui est la plus grosse molécule et qui est un codage, je veux dire, codage génétique. Une partie concerne les gènes. Tous les gènes sont connus par, comment est-ce qu'on appelle ça, il existe sur Internet la table des gènes, je ne sais plus comment on appelle ça, le génome humain est connu, tous les gènes sont connus. Voilà, et on sait dire qu'un être humain a une maladie parce que le génome est connu, donc s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, on le voit tout de suite. Au niveau de la chimie, qui sont bien sûr des ATCG, voilà, mis, voilà, en deux, ils sont doublés, hein, ATCG, et sont reliés d'une certaine façon. Voilà, on retrouve de l'ATCG, mais bien sûr avec des décalages. Parce que A ne peut pas se relier avec un A, T ne peut pas se relier avec un T, C ne peut pas se relier avec un T, un C, et G ne peut pas se relier avec un G. Donc en fait, on aura du ATCG ici, ATCG ici. Il y aura certaines formes de liaison, et donc c'est un codage, je veux dire, informatique, mais pas informatique dans le sens informatique technique, mais dans le sens gène, ce sont des informations génétiques. Et chaque bribe d'information de gène est connue, d'après le génome humain. Ça, ça concerne la couleur des yeux, ça concerne la couleur des cheveux, voilà, etc., la couleur de peau, voilà. La carte d'identité ici génétique de la personne est connue en fonction voilà, du code génétique. Et le code génétique se transmet l'information informatique. L'informatique, c'est une science de traitement de l'information, mais aussi avec des transmissions de données. Donc ici, c'est une transmission de données. Ouais, c'est une transmission de données. De où à où? Mais des parents vers des parents vers les enfants. Donc on va dire d'une génération à une autre, génération 1, génération 2. Et cette génération-là va donner à la génération 3 et ainsi de suite. Donc c'est une transmission génétique des parents vers les enfants, voilà, de part en part, en fonction du temps. En fonction du temps. Bien sûr, il y a une mutation génétique qui peut arriver pendant le cours de l'existence. Hein. Donc transformer certains gènes. Voilà. Donc ici, on va dire que la taille est importante. On a certaines, voilà, certaines cellules qui sont complexes. Certaines cellules qui sont très complexes. Très très complexes. Alors qu'il y a des cellules qui sont, je veux dire, qui sont simples. Voilà. Voilà. Alors quand après autre chose, après avoir après connaître la taille, quelque chose que je ne verrai pas ici dans cette vidéo, parce que bon, c'est pas le but, parce que là, je peux commencer à parler pendant des heures, c'est l'organisation, si vous voulez, structurelle, comment elle s'organise au niveau structure, la cellule. Et là, bon, vous comprendrez qu'il existe deux types de cellules. La cellule animale et la cellule végétale. Voilà. Et dans la cellule animale et végétale, c'est les deux types de cellules, ben, on pourra voir au microscope qu'elles se distinguent. Vous comprenez? Et voilà, on verra comment elles sont. Et là, on en discutera. J'en discuterai des cellules animales et végétales. Tout simplement, ici, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il existe des cellules, ce qu'on appelle eucaryotes, et des cellules prokaryotes. Alors, les cellules eucaryotes, c'est tout simplement
on va dire que la cellule prokaryote, c'est une cellule simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noyau, donc pas de noyau, pas de membrane périnucléaire. Et un exemple, encore une fois, si je prends un exemple, c'est la bactérie d'Escherichia coli. Voilà, c'est une bactérie connue, hein, Escherichia coli. Hein, eh bien, elle n'a pas de noyau. Voilà, pas de noyau. Comment est-ce qu'on voit qu'elle n'a pas de noyau? Au microscope optique, on sait voir qu'elle n'a pas de noyau, tout simplement. Donc elle n'a pas de membrane périnucléaire. La membrane périnucléaire entoure le noyau. Hein. Bon, si elle n'a pas de noyau, elle n'a pas de membrane périnucléaire. C'est un noyau, la membrane périnucléaire, tout simplement. Voilà, et donc c'est une cellule simple, assez simple. Voilà, c'est une cellule assez simple. Le prokaryote, c'est une cellule simple. Voilà. Maintenant, les cellules à noyau, c'est-à-dire avec membrane périnucléaire, ben, généralement, c'est des cellules complexes. Hein, puisqu'elles contiennent un noyau. Dedans, s'il y a un noyau, c'est que dedans, le noyau, il contient encore des choses. Voilà. Donc c'est une cellule complexe. Voilà, avec noyau. Donc, et ça, la prokaryote, c'est une cellule simple, on va dire sans noyau, pour expliquer ça comme ça. Voilà. Et si je prends un exemple de cellules eucaryotes, complexes, avec membrane périnucléaire, avec noyau, mais je peux reprendre l'exemple de tout à l'heure avec l'hépatocyte, voilà, et la cellule foliaire végétale. Cellule foliaire végétale et l'hépatocyte du foie, et cellule du foie de rat ici. J'ai pris encore une fois un rat. Voilà. Donc, ça dépend bien de la taille et de la complexité. Voilà, dire, une cellule dépend, on va s'intéresser à sa taille, à sa complexité, que si on ne voit pas très bien, ben, au microscope optique, on va augmenter. Bon, maintenant, si vous ne voyez pas au microscope optique, il reste le microscope électronique. Ça coûte énormément cher, un microscope électronique. Hein. Voilà. Et donc, je verrai dans d'autres vidéos, c'est pas le but ici, hein, les organes, l'organisation structurelle de la cellule, comment elle se compose à l'intérieur, que ce soit pour une cellule animale ou végétale. Voilà. Et je pourrais voir pour des eucaryotes avec noyau, et puis je pourrais voir pour des prokaryotes. Par exemple, je pourrais prendre la bactérie simple d'Escherichia coli, hein, je pourrais l'étudier en tant que cellule prokaryote. Je pourrais étudier la cellule l'hépatocyte du foie du rat en tant que cellule eucaryote. Et j'ai regardé, là on verra au microscope un noyau, là on n'en verra pas. Déjà. Ouais, là ce sera plus complexe que ce qu'ici. Voilà. Et donc là, ça s'étudie, et tout ça, ça s'étudie comment? Ben, en regardant au microscope. En faisant, voilà, en regardant le monde du très petit. Et on peut, je vous dis, comme je vous l'ai expliqué, on peut voir, étudier tout ce qu'on veut hein, au niveau du très petit. Hein. Des êtres unicellulaires, ou aussi bien des êtres unicellulaires que pluricellulaires, que voilà, des cellules de tout ce qu'on veut, hein, de n'importe quel organe. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des valeurs je ne les ai pas mises parce que je ne m'en rappelais plus. Pour les tailles en angstrom, je les ai pas mises. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et j'avais mis toutes les tailles. Vous allez voir ce qu'on appelle la vidéo monde du visible. Voilà, vous verrez ce que la limite du microscope électronique, la limite du microscope électrique. Vous verrez la limite de l'œil nu. Vous verrez quelle est la taille, la taille de comment est-ce qu'on appelle ça, de l'ordre de taille de grandeur des bactéries, l'ordre de taille de grandeur des virus, et l'ordre de grandeur de l'atome, et l'ordre de grandeur des protéines. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez le voir dans la vidéo, cette vidéo que vous allez pouvoir aller voir sur Internet, que j'avais fait auparavant. Voilà, j'avais tout explicité, vous aurez les bonnes valeurs, il n'y a pas de problème. Et là, vous pourrez voir bon, les ordres de grandeur. Bon, l'atome, je vous dis, c'est un angstrom, l'ordre de grandeur de l'atome. La limite du microscope électronique, normalement, c'est 5 angstrom. Que les protéines vont de 10 à 100, environ 10-100, hein, 10 à 100, et que au-dessus, ben, c'est de 100 à 1000, ce sont les virus. Hein, d'accord. Et bon, voilà, que la limite de l'œil nu, c'est 100 microns, et que les bactéries, bon, partent de 1 micron, voilà,
un certain nombre de microns. Voilà. Et que l'œil nu, ce qui est visible à l'œil nu et le monde des bactéries, des bactéries, voilà, c'est le monde, si vous voulez, le monde cellulaire. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est le monde, enfin le microscope optique, je ne me rappelle plus jusqu'à il allait. Euh, c'est la taille. Enfin bref, de toute façon, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il suffit d'aller voir sur le microscope optique. Voilà. Donc en fait, en tout et pour tout, ça reviendra assez souvent. Pourquoi? Parce que je définirai assez souvent ça quand je verrai si je dois faire comment est-ce qu'on appelle ça, la description d'un laboratoire concernant, je veux dire, le type d'une cellule. À ce moment-là, vous direz, ouais, ça c'est une cellule eucaryote, ça c'est une cellule prokaryote, ça, on a avoir une cellule autotrophe, ça elle est hétérotrophe. Avant de gagner l'organisation de la structure de la cellule et de parler de sa taille. Voilà, la taille. La taille nous intéresse dans le sens où si on veut garder la, la cellule, quel est le facteur d'agrandissement que je dois mettre pour bien la voir? Pour bien la voir. Parce que peut-être qu'on va agrandir avec un certain taille, on va la voir, mais si on veut encore mieux la voir, bien sûr, il faut augmenter la taille. On va encore augmenter d'une taille au-dessus, je veux dire, pour mieux la voir. Maintenant, attention qu'il reste. On est toujours en optique, un microscope optique, c'est toujours de l'optique, hein, que ce soit un microscope optique ou électronique. Donc, il suffit pas d'augmenter n'importe quelle taille, parce que c'est comme des paires de jumelles, hein. Je veux dire, si vous agrandissez, agrandissez, à un moment donné, vous allez voir flou. Il faut avoir la bonne focalisation. C'est une histoire de focalisation. Donc, en fait, il suffit pas d'augmenter ce qu'on veut et faire ce qu'on veut. Parce qu'à un moment donné, vous allez plus voir, même si vous agrandissez, vous ne verrez pas. Une paire de jumelles, vous agrandissez, et vous avez un système optique focal avec une focalisation. Si vous n'avez pas la bonne focalisation, vous n'arrivez pas au bon point de la focale, à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir flou. Flou. Il faut bien se situer sur la focale, voilà, sur la focalisation. Donc avoir une distance focale correcte. Voilà, donc ça c'est le système optique. Maintenant, autre chose que je voulais dire, c'est que quand vous ferez des laboratoires, généralement on voit rien. Je vous le dis tout de suite. Donc pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut mettre des produits chimiques. Bon, hein, du rouge, du bleu, voilà, c'est des produits chimiques pour voir certains organites. Voilà. Mais maintenant, on peut voir avec certains organites avec une certaine couleur, mais pour voir d'autres organiques, il faut mettre une autre couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je ferai des esquisses de laboratoire. Bon, des esquisses parce que je n'ai pas de matériel de labo ici, donc j'expliquerai voilà, ces fameuses photos, je les expliquerai. Et à ce moment-là, bon, certaines couleurs pourraient être mises, du rouge, du rouge pour voir tel type de cellule, du bleu pour voir d'autres types, pour voir tel type d'organite. Voilà, voilà, les organites, c'est les composants à l'intérieur de la cellule, ce n'est rien que ça. Et si je prends du rouge, voilà, des composants d'organites d'autres organites, pour voir d'autres organites de la cellule. Voilà. Voilà. Je vous remercie.